Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième direct Facebook proposé dans le cadre de la 14e édition du Forum Partir à l'étranger. Ce forum a lieu d'habitude à l'espace Tully, mais pour des raisons sanitaires, nous n'avons pas pu le proposer en présentiel. Mais nous avons tout de même souhaité organiser une version 100% numérique pour vous permettre de continuer à rencontrer et à échanger avec des professionnels de la mobilité et des témoins qui ont vécu une expérience à l'étranger. Vous pouvez d'ailleurs intervenir tout au long de ce direct en posant vos questions à l'aide de l'outil commentaire situé sous la vidéo. En effet, malgré la situation inédite, il existe toujours des opportunités de départ et surtout, un départ se prépare plusieurs mois à l'avance. Nous vous proposons donc un Facebook Live chaque soir, accessible depuis notre page Facebook Tonon Agglo, et vous pouvez les retrouver en différé sur nos pages Facebook et YouTube, ainsi que sur le site tononaglo.fr. Sur le site, toujours sur le site, dans la rubrique Forum Partir à l'étranger, vous trouverez également le programme détaillé de chaque live et des compléments d'information. Ce soir, dans ce direct, nous allons parler de la recherche d'un employeur, que ce soit dans le cadre d'un stage, d'un emploi ou d'un job. Pour cela, à mes côtés, je suis avec Myria, Alexandra et Philomène. Alexandra et Philomène, nos deux témoins qui ont bénéficié de la bourse mobilité du BIGE en 2020 et à qui je vais laisser la parole pour se présenter succinctement. Philomène? Alors bonjour, moi c'est Philomène, je suis professeure des écoles depuis la rentrée et j'ai pu partir lors de mon master 2 en République tchèque. Merci. Alexandra? Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Alexandra, j'ai 23 ans et actuellement, je suis à Galway dans le cadre de ma mobilité et malheureusement qui est bientôt terminée. D'accord. Malheureusement. Bon, ça s'est plutôt bien passé du coup. Oui, oh, D'accord. Bah, tu oui, nous c'était diras ça tout vraiment à l'heure. Ouais, c'était tout à vraiment fait. chouette. Bon. Oui, plutôt. Et Myria? Bonsoir à tous. Donc Myria, je travaille au Centre régional information jeunesse et je suis chargée d'accompagner les projets de jeunes sur la mobilité, quel que soit le projet. Là, je suis là pour discuter avec vous d'un projet particulier qui est celui de rechercher un job ou un emploi en Europe ou à l'international. Alors justement, Myria, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir toutes nos chances de trouver un employeur à l'étranger? C'est quoi un petit peu la démarche à suivre, les bons plans, les choses à ne pas oublier? Dis-nous tout. Alors, la première chose à faire quand même, c'est bien d'être sûr de ses compétences, c'est-à-dire faire un peu une introspection, de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire et des compétences qu'on a en langue. L'idée, peut-être, c'est de se dire, est-ce que je suis en capacité de faire ce job ou cet emploi à l'étranger avec mes compétences en langue et mes compétences professionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément être expert dans un métier, puisque pour le job, on peut ne pas avoir forcément de compétences, mais plutôt choisir des jobs dans lesquels on a peu de contact avec le public et on n'a pas besoin d'une formation certifiée. L'idée, en fait, de la recherche d'un job ou d'un emploi à l'étranger, c'est la même, en fait, que celle que vous feriez en France, c'est-à-dire réfléchir sur ce que vous savez faire, cerner un peu les domaines d'activité dans lesquels vous voulez postuler et proposer un CV qui corresponde à ce que vous êtes vous-même, en sachant qu'un employeur ne vous prendra jamais pour vous apprendre à parler une langue, mais bien pour des compétences. Et que quand vous partez à l'étranger, vous serez en concurrence avec les jeunes du pays. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre en avant vos atouts. Et vous en avez, notamment sur certains secteurs d'activité. Le fait d'être français, ça apporte un peu la French touch. C'est un peu quelque chose qui est vendeur. Donc, avant de commencer, il faut vraiment que vous vous posiez et vous dire qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire. Donc vraiment,
vraiment la nécessité de bien évaluer son niveau de langue Et ses compétences professionnelles. et les compétences professionnelles. Et du J'ai- coup, j'ai- comment on fait pour évaluer son niveau de langue? Comment on peut faire? Alors, son niveau de langue, il y a des tests qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez aussi essayer de parler avec des personnes qui sont peut-être un peu plus avancées pour voir si vous savez communiquer. Il y a pas mal de ressources qui peuvent vous permettre d'avoir un niveau de langue de départ. Si vous êtes aventureux aussi, vous pouvez vous dire que vous allez l'apprendre sur place avant de commencer à prendre en main votre poste. Mais peut-être, je ne sais pas, Philomène, au niveau de la langue, peut-être que est-ce que tu as des éléments, toi, est-ce que tu savais parler avant de partir? Comment ça s'est passé en fait? Alors, bah, nous, on n'avait pas du tout d'obligation de parler tchèque, heureusement, parce que je sais dire que 5 mots. Et du coup, on devait juste pouvoir se débrouiller en anglais, ce qui au final n'a pas beaucoup servi, vu que là-bas, ils ne parlent que tchèque. Ils parlent absolument aucune langue, un peu allemand sur les frontières avec l'Allemagne, mais très peu parlent une langue étrangère, donc c'est très compliqué. On arrive là-bas et bah, heureusement qu'on faisait des cours de français à des lycéens, donc on parlait français, mais même eux, des fois, l'anglais, c'était un peu compliqué, même si le gouvernement tchèque met en tout en place pour que la nouvelle génération parle anglais pour essayer de communiquer avec les touristes, parce qu'ils s'ouvrent beaucoup au tourisme là-bas, et du coup, sans l'anglais, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Moi, j'avais pas besoin de niveau en anglais ou n'importe quelle autre langue. Okay. Très bien. Tu as quand même un peu progressé? Oui, oui, parce qu'on est quand même obligé de parler anglais pour essayer de se repérer. Parce que vu que le tchèque, c'est très compliqué, c'est même pas le même alphabet que nous, on n'a aucune façon de se repérer à part avec de l'anglais. Et vu que personne ne parle anglais, personne ne parle français, bah du coup, on essaye l'anglais quand même. Mais du coup, c'est allé, hein. En 1 mois, c'est plutôt bien passé. Et on a appris un peu le tchèque, du coup. Super. Et pour toi, Alexandra, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais besoin, dans le cadre de ta mobilité, d'avoir des compétences? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te demandait? Bah, pas spécialement, puisque on est quand même ici pour apprendre l'anglais, du coup, vu que je suis en Irlande. C'est vrai que avant de venir ici, j'avais pas forcément beaucoup de capacités linguistiques, enfin surtout en anglais. Euh, j'ai plutôt pas mal progressé. C'est vrai que avec la situation actuelle, c'est plutôt compliqué, mais il y a quand même une petite évolution. D'accord. Ok, merci. Alors du coup, Myria, une fois qu'on a bien évalué ses compétences linguistiques, ses compétences professionnelles, on fait quoi? Alors, on peut commencer déjà par peut-être se familiariser avec la langue du pays. Il y a tout un tas d'outils, des applications, toutes les séries qui peuvent se voir en version originale sous-titrée. Déjà, ça permet un peu d'avoir un peu la musique de la langue et de se retrouver un peu moins démuni quand on arrive. Euh, une fois qu'on a son CV rédigé et qu'on a choisi le pays où on veut aller, parce que c'est important, on ne peut pas lancer une recherche dans tous les pays du monde. Il faut vraiment cibler le pays où on veut aller, sinon on va perdre un peu espoir dans sa recherche. Et il faut savoir aussi que quand on reste dans les frontières de l'Europe, on peut travailler n'importe où, juste avec sa carte d'identité. Dès qu'on part des frontières de l'Europe, il nous faut forcément un visa de travail ou un permis de travail qui sera plus ou moins compliqué à obtenir. Donc, se renseigner aussi sur les opportunités de partir travailler à l'étranger hors Europe pour savoir quelles sont les procédures administratives qu'il faudra mettre en place. Et c'est là où, comme on le disait au début, il faudra du temps pour se préparer. Pour faire un passeport, souvent, on a besoin de 2, 3 mois. Donc, bien anticiper. C'est pas le 15 jours avant qu'on se dit on va partir pour les billets d'avion, etc. C'est la même chose. Une fois toutes ces considérations réglées, rechercher un employeur. Alors, faire une distinction entre je recherche un emploi et je recherche un job.
Quand je recherche un emploi, de manière générale, on parle plutôt d'un plan de carrière, c'est-à-dire que le métier qu'on veut exercer. Quand on cherche un job, c'est plutôt une façon de gagner un peu d'argent pour pouvoir être en place sur le pays. On n'a pas forcément besoin d'avoir une expertise professionnelle. Donc, bien distinguer, souvent les jobs, c'est des périodes assez courtes, souvent pendant l'été. Donc, il faut savoir aussi quand est-ce qu'on est disponible. Quand on part en été, sachez que le mois de juillet et d'août, c'est les mois qui sont le plus demandés. Un employeur sera plus accessible si vous proposez de juin à août ou de juin à septembre ou de juillet à septembre plutôt que strictement les mois de juillet et août. Le fait aussi de partir qu'un seul mois quand on part en individuel et pas dans le cadre d'un programme, comme on verra tout à l'heure, c'est un peu compliqué pour chercher un job à l'étranger. Parce qu'il va falloir quand même avoir un peu une mise en situation, il va falloir prendre ses marques et ça peut prendre un peu de temps, ce qui veut dire il vous reste peu de temps pour faire le job en lui-même. Postuler après, il faut penser aux secteurs qui recrutent, notamment en été. Tout ce qui est hôtellerie, restauration, agriculture, ramassage de fruits, c'est des secteurs où il y a quasiment tout le temps des offres et sur lesquels vous pouvez postuler en ayant un faible niveau de compétences et linguistique et professionnel. Il vous faudra de la motivation malgré tout. Par exemple, dans tout ce qui est ramassage de fruits et légumes, c'est un peu ardu, enfin, c'est physique comme travail, et vous rendre compte aussi de la pratique professionnelle dans chaque pays, à savoir que chaque pays n'a pas la même législation du travail que la France. Dans certains pays, on travaille jusqu'à 48 heures, par exemple, pour le Royaume-Uni. On n'a pas forcément des RTT. On n'a pas 5 semaines de vacances. Donc, toutes ces questions-là, il faudrait que vous les posiez avant de partir pour pas être désagréablement surpris. Sachez aussi qu'il n'y a pas forcément de SMIC dans les autres pays, que les salaires, ils sont fluctuants en fonction de ce que vous faites. C'est quelque chose qu'il faut vous demander avant de partir. Un petit point aussi à signaler, c'est parce que souvent, il y a la demande pour les moins de 18 ans. C'est très, très difficile de trouver un job avant 18 ans. Il vaut mieux se rediriger vers d'autres dispositifs qui permettent de découvrir un pays. Mais voilà, avant 18 ans, on n'a quasiment pas d'offres. Après, au niveau des offres, donc si vous avez cerné votre secteur d'activité, il y a les entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger sur lesquelles vous pouvez envoyer un CV spontané. Il y a des sites spécifiques et par pays qui peuvent vous proposer des offres. Il y a un site aussi qui s'appelle, c'est le site EURES, qui regroupe toutes les agences nationales d'emploi d'Europe, ou dans lequel vous aurez aussi des offres. Il y a aussi évidemment tous les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui ont trouvé parce qu'ils sont sur LinkedIn ou sur un autre réseau social et du coup, ils ont pu postuler. Et pour certains pays anglo-saxons, si vous êtes un peu plus aventureux, il y a toujours proposer vos services de porte à porte. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Donc, pays anglo-saxon avec la possibilité de partir comme ça avec des CV et d'aller se présenter directement. Oui, C'est assez habituel dans les pays anglo-saxons. c'est ça. On peut se D'accord. présenter dans un bar, dans un pub, dans un magasin en disant je cherche du travail. Voilà. C'est Ok. quelque chose qui est plus utilisé que chez nous en fait. Ça montre aussi la motivation de la personne. Ok. D'autres conseils, d'autres choses à rajouter, Myria? Préparer son départ. Alors, on vous a dit, il y a tout ce qui est administratif, mais préparez quand même votre départ en sachant que quand vous allez partir, votre premier mois, vous toucherez votre salaire à la fin du mois ou à la fin de la première semaine. Ce qui veut dire que la première semaine ou le premier mois, il va falloir vivre sur vos deniers. Donc, il faut avoir un petit pécule pour partir et pas attendre sur place où vous allez vous trouver un peu en difficulté. Préparer son départ aussi, c'est penser à son logement. C'est pas parce que vous partez à l'étranger que votre employeur va vous trouver un logement. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez une recherche en amont aussi du logement, de voir où vous allez vous situer pour ne pas avoir des temps de transport trop longs. Et vous renseigner, comme je vous l'ai dit, sur toute la législation du pays. Et
surtout d'exiger quand même un contrat écrit. Sans contrat, en fait, vous êtes peu protégé, en fait. Ouais, la nécessité d'avoir un contrat, ouais, d'avoir une preuve qu'on a bien travaillé ou qu'on va être bien, bien embauché. Ouais, ça, c'est super important. Et on s'aperçoit que même en France, des fois, quand on est jeune, quand on a envie de travailler, on peut vite passer là-dessus. Et non, c'est important, très, très important. Ok. Alors, du coup, on a bien vu que là, la recherche d'un employeur expliquée par Myria était vraiment une recherche très individuelle, qu'il fallait être vraiment dynamique et tout ça. Mais on va voir aussi avec Alexandra et Philomène que dans certains cas, il peut y avoir des dispositifs qui vous permettent de partir un peu plus facilement. Voilà. On va commencer par Alexandra qui va nous parler, du coup, elle est en stage professionnel, qui va nous expliquer par quel biais elle est partie. Enfin, elle est actuellement en Irlande. Donc, comment elle a fait et comment ça s'est passé pour elle un petit peu cette recherche d'un employeur et comment ça peut être facilité par certains dispositifs? Alors, du coup, je suis passée par la mission locale. Je les ai contactés et ils m'ont dirigée vers le programme Erasmus. Et donc, en fait, c'est un programme qui permet aux jeunes de partir dans un pignon de l'européenne pour 3 mois. Et on peut prolonger pour une période d'1 an. Et Alexandra, quand tu du dis jeune, coup, c'est aux jeunes de quel âge? Tu, tu sais jusqu'à quel âge? c'est de 18, il faut avoir 18 ans ou plus. Il faut Ouais, être ressortissant de l'Union européenne. Il faut être inscrit à la mission locale et à Pôle emploi. Être autonome financièrement et d'accord. être autonome, être débrouillarde, je pense. Euh, et ce dispositif, il paye l'hébergement ici, le voyage aller-retour, le déplacement. Et on a aussi un suivi, un accueil, etc. On n'est pas laissé livré à nous-mêmes. On a quand même pas mal d'aide, d'informations. Et c'est très intéressant. En plus, je trouve que c'est un coût réduit. C'est vraiment pas cher d'investir 600 € et pouvoir partir 1 an dans un pignon de l'européenne et développer ses compétences professionnelles, linguistiques et même, je dirais même, s'enrichir aussi humainement parlant. Donc, voilà, ça vaut le coup. Alors, juste pour petit rappel, pour pouvoir s'inscrire à l'émission locale, il faut avoir entre 16 et 25 ans, mais Watt, dispositif Erasmus+, Watt, par lequel tu es parti, c'est à partir de 18 ans. Pour s'inscrire à Tout à l'émission fait. locale, il faut être déscolarisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce type de mobilité si on est étudiant. Voilà, donc c'était juste un petit rappel. Et du coup, une fois, on t'a fait part du coup de cette envie à ton conseiller. Comment ça s'est passé? Tu as monté un dossier, tu as dû rechercher un employeur. Comment concrètement ça s'est passé ta préparation? D'accord. Alors, on a monté ensemble un dossier. Il Mhm. était constitué de l'aide de motivation en français et en anglais avec 3 choix de stage. Donc, il fallait mettre nos aspirations futures et dans quoi on aimerait travailler. Mhm. Euh, j'ai dû faire 2 CV, donc un en français, un en anglais, une fiche sanitaire. Euh, j'ai des petites notes. Le numéro de Pôle emploi et des photocopies de pièces d'identité ou d'autres D'accord. documents. Donc, c'était assez long. Ça prend quand même du temps, comme vous dites, de se préparer. Donc, c'était, je Ouais. pense, bien 3 semaines, un mois pour faire tout ça. Euh, Ensuite, j'ai déposé le dossier. C'est vrai que la recherche de l'employeur, j'ai pas dû la faire puisqu'ils se sont occupés un peu de tout. J'ai eu un entretien téléphonique pour qu'on estime plus ou moins mon niveau d'anglais. Et D'accord. suite à ça, on pouvait à peu près me rediriger ou me dire si mes aspirations, entre guillemets, étaient rationnelles, Réalisable. entre guillemets, Ouais. réalisables, oui. Et du coup, voilà. Après, c'était un petit peu particulier pour moi puisque quand je suis arrivée ici, on a été reconfinés, donc nos stages ont été annulés. J'ai été encore redirigée sur un autre stage. C'est vrai qu'on a dû beaucoup s'adapter à la situation, mais, euh, mais Alors, voilà. ouais. Toi, en effet, Alexandra, je crois que ton dossier pour la bourse mobilité, tu devais partir à Malte au mois de mai. C'est bien ça? Mhm. Ouais. C'est Et là, du ça, coup, tout tu à es fait. parti en Irlande au mois de novembre, c'est ça? C'est ça, c'est Ouais. exact.
Et du coup, tes aspirations, c'était quoi? Et qu'est-ce que tu as pu faire? Dans quel domaine professionnel tu as pu faire ton stage? Donc c'est vrai que je voulais partir à Malte et j'avais fait la demande pour être soit dans des stages d'animation ou dans un domaine associatif, dans le social. Mhm. Et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est très très compliqué de trouver dans ce genre de domaine. En plus de ça, il y a eu le confinement, la fermeture des frontières. Donc c'est vrai que Malte, c'était plus trop réalisable et ma mobilité fut reportée. Alors j'ai pas voulu perdre trop de temps. Alors je me suis renseignée par rapport à l'Irlande. C'est vrai que les départs étaient très très proches. Donc j'ai choisi l'Irlande. Je me suis dit c'est un pays anglophone, donc je vais aussi progresser en langue, donc en anglais. Et, euh, et je me suis lancée. Et je Mhm. regrette pas, pas du tout. Et qu'est-ce que tu fais? Du coup, en quoi consiste ton stage? Alors de base, je devais être dans un charity shop, Mhm. donc dans le domaine plus ou moins associatif. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on m'a redirigée sur un coffee shop. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais je me suis adaptée plus ou moins. C'est vrai que niveau contact client, en ce moment, c'est plutôt compliqué. Du coup, progresser en anglais dans le stage, ça reste. Je pense que ça dépend le stage qu'on a, mais dans le mien en particulier, c'est très compliqué. Donc voilà. Ok. Alors, on a une question de Lisa, Lisa Marie, qui nous dit qu'elle avait fait appel à ce dispositif pour partir en Irlande. Son départ a été repoussé avec la Covid au mois d'avril. En tout cas, elle trouve Mhm. ça génial, enfin, et que tout soit pris en charge. Mais le fait de vivre en colocation avec d'autres Français, ça l'embête un peu pour l'apprentissage de la langue. Comment ça se passe pour toi? Tu es en colocation? Comment tu es avec d'autres Français? Voilà. Est-ce que tu peux lui répondre? Alors, encore une fois, c'était un peu particulier pour moi. C'est vrai que de base, je suis arrivée à Spidal, donc c'est dans un comté de Galway. Euh, et du coup, comme on a eu des départs suite au confinement, etc., au Covid, Mhm. ils ont dû nous rediriger vers d'autres colocations. Alors, j'ai déménagé à Baliban, dans une autre colocation. J'ai dû refaire connaissance avec d'autres personnes. C'est vrai que c'était un peu stressant sur le coup, puisque bah, je venais de m'installer en Irlande, j'avais déjà fait connaissance, je m'étais adaptée à la maison et à l'environnement. Et c'est vrai que le rechanger, c'était vraiment très stressant. Mais honnêtement, je regrette pas du tout, puisque partager la colocation, c'est vrai il y a des points négatifs, mais il y a vraiment beaucoup de points positifs. C'est très enrichissant. On s'entraide entre nous, que ce soit pour la langue ou même pour faire des demandes de stage ou de logement extérieur ou tout simplement même sur n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a plutôt aidé d'être en colocation. Quand j'avais des hésitations sur un mot ou une phrase, il y avait toujours un colocataire qui était là, on en parlait, on en débattait. Ou même, par exemple, je mettais des vidéos YouTube qui duraient 1 heure avec des citations, des mots, et je les faisais répéter. Et quand ils se trompaient, je repartais à zéro, je les interrogeais. C'est vrai que j'essaie de rendre ça un peu éducatif. Mais c'est vrai que ça sert d'avoir des colocataires. Donc plutôt, ouais, plutôt positif et vous êtes plutôt entraînés à élever, enfin, à vous entraîner à parler en anglais et à vous entraîner les uns les autres. Tout Ok, à voilà. fait. On Ok, s'entraide tous. super. Ok. Donc là, sur le stage, tu fais quoi? T'es où en ce moment? Alors, pour le stage, je suis actuellement bah, à Galway. Ouais. Je termine le 24 pour le Oui. coup, oui, il me semble. C'est vrai que, comme je disais précédemment, j'ai pas beaucoup de contact avec les clients, déjà par rapport bah, au Covid et Mhm. du fait qu'ils me font pas forcément euh, très confiance, surtout en ce moment, puisque on a déconfiné récemment, donc il y a énormément plus de clients et c'est vraiment une période très faste. Et je pense qu'ils n'ont pas forcément 100% confiance en nous pour nous laisser nous adresser aux clients fréquemment. Enfin, c'est surtout mon cas. Euh, Oui. donc voilà, ça reste un peu compliqué. C'est pas un stage que j'aurais choisi au premier abord. D'accord.
Et peut-être avec Mais un je me suis contexte un peu particulier aussi qui fait que ça se tend encore plus. tout à fait. Aussi. Et ben d'ailleurs, on a une question par rapport à ça. Donc, Malik qui nous demande, alors là, peut-être que Myria, tu vas pouvoir nous répondre, il nous demande si au niveau, avec la crise Covid, je vais y arriver, le marché de l'emploi à l'étranger s'est refermé ou pas. Peut-être que certains pays sont plus ouverts à recruter d'autres que d'autres. Enfin, Myria, tu as un petit peu des infos là-dessus et Ouais. qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, en fait, le problème de cette crise, c'est que les gens sont confinés chez eux, donc ils peuvent pas eux-mêmes aller travailler, donc ils recrutent pas. En ce moment, il n'y a pas de recrutement forcément enfin, pour rester confinés chez soi. Les personnes sont plutôt frileuses. De plus, les secteurs de l'hôtellerie-restauration étant aussi fermés, il n'y a pas forcément de recrutement là-dessus. En revanche, sur des postes d'emploi, enfin sur des emplois confirmés, il y a des offres, il y a des choses qui se font. C'est plutôt les jobs qui en pâtissent, puisque il n'y a pas de mouvement et du coup, ils ont besoin de moins de personnel. D'accord. Ok. Et des pays, c'est des pays qui seraient un peu plus ouverts que d'autres. Est-ce qu'il est plus facile actuellement de postuler hors Union européenne voilà. Non. Alors, hors Union européenne, c'est quasi mission impossible. Alors, il faut regarder, certains pays ont des exigences, 15 jours de quarantaine, un mois de quarantaine, faire un vaccin à l'arrivée, etc. Donc, il faut voir, le Canada commence un tout petit peu à rouvrir ses frontières pour les étudiants, mais c'est très, très compliqué actuellement de sortir de l'Europe. Notamment parce on est aussi un pays qui a une courbe très haute dans les contaminations. Oui. Donc, d'un côté comme de l'autre, on se méfie des deux côtés, quoi. Après, à l'intérieur de l'Europe, il y a des possibilités, mais quand même avec quelques restrictions quand même. D'accord. Donc, à surveiller, bien se Euh, renseigner à chaque fois sur les conditions, sur les conditions d'accueil de chaque pays. sur le site du ministère des Affaires étrangères, il y a une carte du monde qui est assez bien faite. Vous pouvez voir aussi les conditions d'accueil des pays. En ce moment, elle est un peu beaucoup rouge, mais faut voir les évolutions en fait. En tout cas, sur ce site-là, vous aurez des informations très précises sur la situation du pays, comment ils accueillent ou pas. Donc, suite du ministère des Affaires étrangères. Ok. Merci, Myria. Donc, Alexandra, du coup, en effet, on voit bien que c'est un peu plus compliqué, en tout cas d'un point de vue expérience professionnelle. Est-ce que tu peux quand même nous dire si tu as l'impression que ça sera une plus-value sur ton CV? Dans quel cadre? C'était quoi le projet après? Je pense que faire un voyage à l'étranger, enfin une expérience professionnelle à l'étranger, c'est toujours valorisant pour un CV. Euh, Surtout que je pense qu'un employeur, quand il voit ça, il se dit que c'est une personne un peu débrouillarde, qui prend des initiatives, qui sort de sa zone de confort. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est valorisant. Euh, Après, je n'ai pas encore postulé dans d'autres choses depuis ma mobilité, donc je peux pas répondre avec certitude à cette question que je vais avoir plus de postes ou ça Bien va sûr. m'ouvrir plus de portes. En tout cas, je l'espère sincèrement, surtout pour mes aspirations futures. C'est vrai que c'est pour ça que je suis là, donc, mais je pense que oui. Et puis Parce que même ton, humainement parlant, oui. Parce que ton projet derrière, d'un point de vue professionnel, c'était quoi? Si j'ai bien compris, c'était le souhait d'être dans une reconversion. tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'avant, j'étais dans le commerce. Mhm. Je me suis reconvertie dans le social et j'ai Mhm. pour but d'essayer de travailler dans l'humanitaire. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de rentrer dans des associations. Il faut remplir plusieurs conditions, notamment avoir un travail qui recherche comme chef de projet ou infirmière et qu'on effectue depuis déjà plusieurs années, avoir des compétences linguistiques. C'est d'ailleurs pourquoi je suis là. Oui. Euh, et de l'expérience terrain. Donc c'est vrai qu'avant de venir ici, je voulais faire un service civique. J'avais postulé plusieurs fois pour avoir une chance justement de me rapprocher un peu de ce but. Et c'est vrai que j'ai eu
8, 8 refus. Donc, je me suis dit, il te manque quelque chose peut-être à ton CV, peut-être des capacités linguistiques. Donc, essaye de faire justement cette mobilité, ce stage professionnel de 3 mois et de retenter ta chance après. Voilà. Bon, ben, on te souhaite plein de bonnes choses. Et d'un point Oh, de vue vous êtes gentil, merci. personnel, alors qu'est-ce que ça t'a apporté? S'il y en a qui Oh, hésitent encore, qui se disent non, non, c'est oh, pas pour moi. Pourquoi? c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses. Après, je dirais que c'est plus sur le plan humain. Euh, En langue, ce serait mentir que dire que j'ai énormément progressé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé à mon stage en anglais. J'avais beaucoup de collègues qui parlaient français. Euh, et je suis souvent aussi avec les Français, du coup, je parle beaucoup français. Mais humainement parlant, je pense que j'ai rencontré beaucoup de personnes incroyables et je pense que j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, sur le fait de rencontrer des personnes, de savoir prendre ce qu'il y a à prendre et s'en détacher, de beaucoup de choses. Alors, j'ai encore une question pour toi, Alexandra, de Lisa Marie. Elle demande si tu as accès à une plateforme de cours ou d'aide en anglais mise à disposition par la mission locale. Question très précise. Alors, alors c'est pas par la mission locale, mais c'est une fois que qu'on intègre le programme Erasmus, on a des documents dans un dossier, notamment une plateforme qui s'appelle Starter Pack. À l'intérieur de ça, on a beaucoup de documents. Et c'est vrai qu'on a une plateforme linguistique où on peut faire des tests, des exercices, et elle estime notre niveau avant qu'on parte. Et après qu'on part, on doit aussi passer une évaluation et pour avoir une estimation de notre niveau. D'accord, mais c'est plus une plateforme, c'est plus, pardon, une plateforme qui est liée à l'évaluation au départ ou à l'arrivée. Tu n'as pas forcément accès à elle pendant ton séjour. Si, tout à fait. Si, tu as quand même accès tout le temps. Oui, tout le temps. On a tout le temps accès à cette plateforme. Après, c'est vrai, j'ai pas vu beaucoup de personnes l'utiliser, euh, mais, mais elle est plutôt bien faite. Ok. Merci pour ta réponse, Alexandra. Et un grand Je merci vous en pour ton prie. témoignage. Je vous Maintenant, remercie avec grand plaisir. et puis n'hésitez pas à continuer de poser des questions, hein, avec grand plaisir. Alexandra, Myria et Philomène sont là pour y répondre. Et puis justement, en parlant de Philomène, et ben maintenant, mais écoutez Philomène, qui va nous raconter dans quel cadre elle est partie, pourquoi elle est partie, où elle est partie. Merci. Donc, moi, je suis partie en République tchèque, Mhm. mais à la base, je suis partie grâce à ma fac où j'étais. Donc, j'étais à Vesoul, sur le site de Vesoul, en master MEF, donc pour faire professeur des écoles. Et on était déjà au courant de ce voyage possible en master 2, en master 1. Donc, ça nous a permis de nous préparer. Sauf que tout le monde ne pouvait pas partir. Il n'y avait que une cinquantaine de places pour les 4 sites, donc Belfort, Lons-le-Saunier, Besançon et Vesoul. Donc, c'était sur dossier et donc il fallait proposer son dossier en septembre Oui. pour Donc, quand partir on en disait que ça se janvier. prépare, il faut que ça se prépare. Donc, une fois Septembre qu'on pour avait janvier. on avait plusieurs destinations au choix. Et selon les destinations, il fallait avoir un niveau de langue ou avoir fait des études dans une certaine discipline. Par exemple, pour partir dans un pays anglophone, il fallait avoir fait une licence d'anglais, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai fait une licence de D'accord. maths, donc je ne pouvais pas y aller, par exemple. Donc après, une fois que notre dossier était accepté, on devait faire des démarches de paperasse, en gros, tout ce qui était demande de logement, si ce n'était pas fourni par notre employeur. Notre employeur est défini par la faculté, avec des facultés dans les pays qui nous accueillaient. Et donc moi, j'ai eu mon premier choix de départ, qui était la République tchèque, pour Pilsen. Donc c'est vers la frontière allemande, si jamais. Et c'est une des plus grandes villes derrière Prague. Donc, je vous avouerai qu'avant, je ne savais pas où le placer sur une carte. Hein. Donc, j'ai aussi fait un petit peu de cours de géographie. Et donc, là, vous pouvez voir sur le diaporama que je suis partie là-bas pour donner des cours de français à des lycéens. Donc, sachant que les français n'est quasiment plus enseigné en République tchèque, car peu d'élèves le choisissent comme deuxième langue.
car ils voyaient plus d'intérêt à apprendre l'allemand, car ils ont plus de frontières communes avec des pays qui parlent allemand, et donc voyaient plus de débouchés pour le futur. Donc j'ai pu côtoyer pendant un mois des élèves et leur présenter des leçons en français sur plusieurs thématiques comme les fêtes traditionnelles françaises, les régions de France, les repas en France. Mais c'est assez ludique, donc c'est aussi une façon de travailler complètement différente que celle qu'on voit en France et que du coup moi je fais actuellement avec mes élèves. Du coup c'est très intéressant. D'accord. Et donc on a pu aussi avoir une tradition de chez eux, ce qui est le bal de promo. Donc c'est les terminales, vous voyez. Et donc ils ont un grand bal un peu à l'américaine où tous les élèves sont habillés sur leur 31 et ils ont une remise d'écharpes, de fleurs, de coupes de champagne et ils ont des petites danses à faire. Ils montent un spectacle en fait tout au long de l'année et ce soir-là ils le présentent. La plupart des parents mettent toutes leurs économies dans la tenue de leurs enfants le soir même, car une robe coûte quasiment 3 000 €. Donc pour eux, ça fait à peu près 3 000 couronnes. Donc ça, 300 000 couronnes, pardon. C'est assez élevé. Parce que là-bas, ils n'ont pas l'euro, ils ont la couronne. Donc voilà, et puis là, on voit des pièces par terre. C'est parce que quand ils défilent, les gens leur jettent des petites pièces pour leur porter bonheur. Donc c'était super intéressant. Ça faisait très film américain, mais c'était super intéressant à voir et participer. C'était vraiment super. Donc après, j'ai pu visiter beaucoup. On avait quand même un peu de temps libre. Donc, on a pu voir les lacs, visiter aussi la ville. Donc, c'est les lacs de Pilsen. Il y a donc l'église. Il y a énormément de monuments religieux. Et les plus belles sont les synagogues. Là-bas, c'est vraiment impressionnant comme c'est joli. Et du coup, on a pu faire des voyages aussi organisés. Donc, on a pu aller visiter la capitale, qui est Prague. On a pu y aller pendant 3 jours avec un voyage organisé. Donc, c'était vraiment génial. On a pu voir plein de choses qu'on n'aurait pas vues en allant tout seul. Et on y a pu y retourner si on voulait pendant notre temps libre. Donc, moi, j'y suis allée 2 fois. Donc, la visite organisée et en temps libre une fois. Donc, là, c'est une place très connue avec une horloge solaire. Et quand c'est les heures pile, on a des petits bonhommes qui sortent. Donc, quand tu dis on, parce que du coup, dans ce cadre de cet échange, vous étiez plusieurs étudiants français de la même faculté, plusieurs étudiants d'un peu partout de l'Europe. Comment ça s'est passé? Alors, on était un peu partout de l'Europe. Il y en a qui étaient partis avec Erasmus et on était plusieurs de ma faculté à être partis. On était une douzaine et donc on était dans le même logement. C'est la faculté qui nous a trouvé le logement, mais on devait le payer. Tous les frais étaient à notre charge. Donc, on a pu quand même avoir des logements entre Français, mais vu qu'on était quasiment tout le temps dehors pour visiter ou quoi, comme je disais tout à l'heure, on a parlé anglais, même si on ne se faisait pas forcément comprendre, donc c'était quand même super intéressant. Et du coup, on a pu visiter plusieurs fois Prague, du coup, tous ensemble. Et avec d'autres étudiants d'autres pays aussi qui venaient dans le cadre de ces échanges? Oui. D'accord. Parce que toi, Philomène, pour rappel, tu es partie en janvier. Tu es revenue juste avant le confinement, oui. Je suis revenue le 16 février, enfin, non, le 19, je suis revenue. Mon stage s'est fini le 16 et je suis revenue le 19. Et la République tchèque a fermé ses frontières même pas une semaine après à cause du Covid. Donc, je suis rentrée juste à temps. Et du coup, moi, j'ai pas du tout été embêtée par cela. Voilà. Pas du tout. On entendait quasiment... Ouais. On n'en a quasiment pas entendu parler. Les élèves n'étaient pas masqués. Il n'y avait pas de distanciation sociale. Il n'y avait rien du tout. D'accord. Tout ça. Donc, c'était très intéressant aussi de vivre la mobilité normalement. Oui. Et donc, on a la petite cathédrale, la dernière photo. Et puis, voilà. Okay. Et dans le cadre de ton stage, tu donnais à peu près combien d'heures de cours, quel type de cours, enfin... Alors, nous, on était plusieurs dans mon lycée, donc on donnait environ 16 heures de cours par semaine à 4 ou 5 classes différentes, mais dans 2 lycées qui étaient juste à côté l'un de l'autre, avec plusieurs niveaux. Donc, les 4 niveaux de lycée qu'il y a là-bas, nous, chez nous, il n'y en a que 3, mais là-bas, il y en a 4, et donc ils finissent l'école à 19 ans. Donc, mes plus vieux élèves avaient 19 ans, et mes plus jeunes, 15.
D'accord. Donc, Ok. c'est très intéressant aussi de voir comment ils travaillent là-bas par rapport à comment nous, on travaille, par rapport aussi au côté enseignant, mais aussi au côté élève, vu qu'on est passé par là. On voit aussi, on peut comparer vachement facilement parce qu'on est quand même pas si loin que ça de leur âge. Et du coup, on a quand même encore beaucoup de comparaisons assez récentes. Donc, c'est très Oui, intéressant. et du coup, tu es une jeune enseignante. Tu as eu ton concours l'année passée. Oui. Du coup, est-ce que cette expérience-là a permis d'apprendre certaines choses sur ta façon d'exercer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues, que tu retranscris au jour d'aujourd'hui dans tes pratiques professionnelles? Oui, je pourrais pas dire comme ça exactement celles que j'ai retenues, mais effectivement, ça nous apprend tout le temps un voyage et la pratique, plus on pratique, plus on change des choses parce que on trouve toujours des petites idées meilleures ailleurs, donc on s'améliore tout le jour, de jour en jour, donc c'est ça aussi Donc qui oui. fait ce beau métier. Et d'un point de vue personnel, comme Alexandra, si tu avais quelque chose à dire, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce qui fait que, allez, il faut y aller, faut tenter l'expérience? Et bah, ça apporte beaucoup sur soi-même déjà parce que on apprend qu'on peut se débrouiller aussi dans un pays où on ne parle pas du tout la langue et où on ne se fait pas du tout comprendre non plus. Donc c'est déjà, on montre qu'on arrive à se débrouiller tout seul comme des grands dans un pays vraiment qu'on connaît pas, on ne sait pas vraiment où on va mais on y va. Et puis bah qu'on arrive aussi à faire face à des aléas comme des, euh, des des sanitaires communs, des bâtiments qui datent de l'après-guerre mais qui n'ont pas évolué du tout, qui n'ont pas de double vitrage, qui n'ont pas de store, des lits en bois, on dit on va avoir mal au dos, mais en fait pas du tout. Non, c'était vraiment très intéressant. Et puis bah, niveau culture aussi, on apprend vraiment plein de nouvelles choses que nous, on ne connaît pas forcément chez nous. Par exemple, au niveau de la nourriture, au niveau du relationnel, élèves-professeurs ou même entre eux. Chez nous, il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, tous les professeurs et tous les élèves se tutoient, même au lycée. Ils n'ont pas du tout le même relationnel entre. C'est plus amical là-bas que chez nous, ça va être plus formalisé. Et c'est vrai que ça apprend beaucoup de choses professionnellement et puis bah, humainement, forcément. Quand on côtoie de nouvelles personnes, et ben, on apprend forcément de nouvelles choses. Donc, c'était vraiment génial. Ah, et puis aussi, par rapport à comment j'ai pu me financer mon voyage, grâce à la faculté, on a pu aussi avoir une bourse du conseil de la Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, bah, vous aussi. Et du coup, j'avais eu vent du bige et de tout ça grâce à ma sœur aussi qui a pu avoir un financement pour aller au Maroc. Donc, voilà. Ouais. Donc sur les financements, bah, je ne sais pas si Myria, tu veux revenir là-dessus, mais en effet, les régions peuvent octroyer des aides. Est-ce que tu veux nous en dire peut-être un peu plus? Parce que toi, tu es en Bourgogne-Franche-Comté, mais nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a une aussi. Oui. Ouais. Alors, effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la bourse mobilité, mais pour les stages et pour les études, donc qui est diffusée. Par contre, c'est complètement transparent pour l'étudiant ou le stagiaire. C'est son organisme d'enseignement ou son établissement de formation qui gère la bourse. Pour lui, c'est transparent. Il verra pas forcément si elle vient de l'Union européenne avec Erasmus+, ou si elle vient de la région, puisque c'est vraiment les établissements qui gèrent tout ça. Ça veut dire que quand on a envie de partir, s'y prendre quand même un peu à l'avance, quand on est stagiaire ou quand on est en formation, qu'on veut faire un stage ou qu'on veut faire des études. S'y prendre à l'avance, ça veut dire à partir de novembre, décembre, commencer à interroger son bureau des stages ou des relations internationales pour remplir un dossier et voir quels sont les pays avec qui l'école ou l'université a un partenariat. Et après, le dossier suit son cours, la bourse sera versée directement aux jeunes. Si je peux juste donner une information sur comment moi j'ai fait pour ça, je ne sais pas si c'est pareil en Auvergne-Rhône-Alpes, mais moi du coup, bah, c'est la faculté qui nous a dit qu'il fallait qu'on postule à cette bourse et on avait plusieurs étapes à franchir. On devait remplir des questionnaires sur nous, faire des fiches sanitaires et aussi où on allait, comment on y allait. Et puis bah aussi par exemple
bien prendre les billets d'avion en avance, déjà pour être sûr d'avoir de la place dans les avions, et puis aussi les payer moins cher, ça peut être intéressant. Moi, je sais que je les ai pris en octobre pour janvier et février. Oui, d'accord. Oui. Alors, il existe d'autres aides, alors surtout en effet pour le stage et tout ça. Et je voulais revenir sur le fait du coup qu'Alexandra et Philomène, comme l'a précisé Philomène, ont toutes les deux postulé à la bourse mobilité du BIGE. Donc en effet, elles sont toutes les deux parties dans le cadre d'un stage. Et le stage est aussi un projet qui est éligible à la bourse mobilité lorsqu'il n'est pas obligatoire à l'étranger. Vous ne pouvez pas poser de dossier si votre stage est obligatoire à l'étranger. Je vous rappelle brièvement les conditions. Il faut avoir entre 16 et 25 ans et être domicilié dans l'une des 25 communes de Thonon agglomération. Et évidemment, l'aide du BIGE est cumulable. Philomène, ça a été le cas. Tu as pu cumuler l'aide de la région et l'aide du BIGE. Voilà, donc vous pouvez retrouver le dossier et tous les autres critères d'éligibilité, je vais y arriver, sur notre site tonoaglo.fr dans la rubrique Partir à l'étranger. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, nous sommes encore là avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Alexandra, tu te rappelles un petit peu le montant que tu avais demandé, toi, par rapport à la bourse? Alors, il me semble que j'avais demandé 450 euros. J'en ai déjà reçu les trois Oui. quarts avant ma mobilité et je devrais en recevoir le dernier quart juste après ce témoignage ou du moins Exactement, parce qu'un quelques des temps critères de après. la bourse, c'est la restitution de votre projet. Parce que pour nous, ce qui est important, Tout c'est à fait. que vous puissiez donner envie et partager votre expérience, en tout cas. C'est ce que vous faites ce soir. Et en effet, pour la bourse, il y a 70% qui sont versés lorsque vous êtes lauréat et 30% dès que vous avez restitué. C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Myria, autre chose, Avec Oui, plaisir. Avec grand quelque chose à plaisir. rajouter, un petit message à faire passer? oui, la période n'est pas la super propice pour partir. Il n'empêche que c'est un bon moment pour se préparer à partir, puisqu'on ne va pas rester dans cette situation encore des années. Donc c'est le bon moment pour commencer à se préparer, pour mettre toutes les chances de son côté, et aussi se souvenir qu'il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner sur votre territoire. Alors effectivement, Muriel est là pour le BIGE de Thonon. Mais si vous êtes sur une autre commune, sachez qu'il y a des professionnels de l'information jeunesse qui peuvent vous accompagner dans votre projet et vous donner des réponses adaptées et pertinentes à ce que vous voulez faire. En tout cas, ne restez pas avec vos questions. Oui. N'hésitez pas à les poser. Aucune question n'est bête, au contraire. Quand vous voyez le sourire de Philomène et d'Alexandra, on peut se dire qu'une mobilité, c'est quelque chose de réussi. Et Mali qui nous dit qu'au Portugal, si jamais ils adorent recruter des Français, le petit plan de dernière minute, prime pour français langue maternelle, il y a pas mal de boulot pour les jeunes là-bas, notamment en service client, et ils offrent gratuitement des cours d'anglais et de portugais pour les salariés. Voilà. C'est bon à savoir. Merci C'est beaucoup. bon à savoir. Merci beaucoup. Oui. Merci de nous En partager plus, les bons il fait plans. chaud là-bas, c'est pas Ah oui. négligeable. Mais en tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier toutes les trois d'avoir été à mes côtés. Merci pour tout. Merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Alors demain, on ne se retrouvera pas pour un autre direct, mais on vous invite à participer à une visioconférence proposée par Euroguidance sur les études supérieures au Québec. Euroguidance, ce sont vraiment les professionnels sur la question des études supérieures. Si vous n'êtes pas intéressé forcément par le Québec, je vous invite fortement à aller voir leur site qui vous permet vraiment de préparer votre mobilité en termes d'études supérieures. Quelle que soit votre question. Donc ça, c'est pour demain. Attention, l'horaire n'est pas le même. C'est à 17h30 jusqu'à 19h. Il n'y a pas d'inscription au préalable. Vous vous rendez directement sur le site www.euroguidance-france.org et vous pouvez assister à la visioconférence.
Et vendredi, on se retrouvera pour notre dernier direct Facebook avec une thématique qu'on a beaucoup, nous, au Biche de Tonon, qui est qu'est-ce qu'on peut faire avant 18 ans. Comme Myriam nous l'a dit, le job, c'est compliqué, mais il y a quand même quelques alternatives. Et donc, on tenait à vous les présenter. Et pour ça, je serai accompagnée de 2 témoins. Donc, Martha, qui a fait de nombreux chantiers de jeunes bénévoles. On vous expliquera ce que c'est qu'un chantier de jeunes bénévoles. Et Clara, qui est partie en séjour linguistique quand elle était mineure pendant 3 mois en Italie. Et à leur côté, pour répondre à vos questions, il y aura Carole de l'Office, qui est un label de garantie des séjours linguistiques, et Léa, qui est volontaire à l'association Concordia, association qui propose entre autres des chantiers de jeunes à l'international. Voilà. Je remercie tout le monde pour sa participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis À vous à aussi. vendredi. Merci, Bonne soirée. à Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, Muriel, je vais pas rester 3 plombs parce que je dois repartir.